suis Kamel Moulaoui, donc moi j'appartiens à la société IBM. Enfin, j'appartiens pas, je travaille pour la société IBM, qu'on se rassure. Et je travaille dans une unité, dans une entité qu'on appelle une BU, qui est la BU sécurité. Donc toute cette BU, elle est dédiée réellement à la sécurité au sens IT général. Donc pas du grand public, mais des organisations et des entreprises. Donc à ce titre-là, on m'a demandé de venir cet après-midi pour vous parler de la sécurité dans le développement. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce que je vais vous raconter? Bien que le sujet, je le travaille à peu près depuis 2007, puis j'ai dit, bon, il faudrait que j'ai des choses intéressantes, nouvelles, croquantes, intéressantes à raconter. Et ça, c'est compliqué. Et alors j'ai fouillé dans mes slides, et je me suis rappelé, alors celui-ci, comment vous le trouvez? Il est ancien, il a plus de 10 ans. Et au départ, il y avait juste le mythe. Quand on parlait de la sécurité des applications, parce qu'en 2007-2008, déjà, le sujet était dans les esprits. Et à l'époque, quand on posait la question, la sécurité des applications, c'était quelque chose de relativement récent, en tout cas au niveau du web, ça faisait que quelques années, mais les gens n'étaient pas pleinement conscients de la sécurité des applications ou comment une application pouvait être la porte d'entrée au système d'information. Et je me suis rendu compte, 10 ans ou 11 ans plus tard, que finalement le sujet est toujours d'actualité. Certes, le mythe a un petit peu évolué. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la sécurité des applications, on parle de la sécurité du développement, chose qu'on ne faisait pas il y a 10 ans de ça. Ça, c'est le premier point. Mais hélas, au jour d'aujourd'hui encore, beaucoup d'applications sont vulnérables, beaucoup de développements sont encore bien chargés de failles de sécurité et le sujet est toujours d'actualité. Et en général, quand on pose la question dans les croyances et le mythe, bien souvent, on pose la question, certains nous disent des organisations et des sociétés, et pas forcément des moindres, hein, parfois c'est des sociétés relativement conséquentes, avec une taille plutôt internationale, avec plusieurs, parfois milliers de personnes qui travaillent en tout cas au niveau de ces sociétés. Et des fois, on nous dit, bon, sur telles applications critiques, bien, nous réalisons des audits régulièrement. Bon, voilà. D'autres nous disent, nous réalisons de l'analyse de code. On reviendra sur ce terme et qu'est-ce qu'il cache derrière quand on parle de l'analyse de code. Et puis d'autres nous répondent quoi? On a des scanners réseau de vulnérabilité et a priori, ça devrait faire le job. Et puis d'autres nous disent, pour quelque chose qui peut vous concerner, nos développeurs ont suivi une formation sur la sécurité des applications et donc à partir de là, a priori, tout ce que nous devons développer ou que nous développons est sécurisé. Voilà, alors j'aurais pu remplir le transparent avec des réponses qu'on m'a faites sur le sujet. Et puis en fait, quand on regarde d'un peu plus près, ce transparent, il n'est peut-être pas lisible de loin. Alors c'est l'un des derniers rapports de l'équipe X-Force. X-Force, c'est une entité au sein de l'ABU Sécurité qui monitore, qui trace les événements en termes de sécurité, de failles à travers le monde. Le dernier rapport qui doit arriver en principe au mois de mars, nous ne l'avons pas. Celui-ci, c'est pour ça que vous voyez 2016. Et ça, c'est la tendance 2014, 2015, 2016. Et en bas, on voit les types d'attaques qu'il y a eu et qu'il y a. Et donc, certaines concernent toujours la sécurité des applications. Ça, c'est une réalité. Alors moi, au départ, je pensais naïvement que certaines failles assez rapidement, on allait arriver à les résorber et que tout le monde allait être discipliné pour coder comme il convient. Eh bien, force est de constater que les choses demeurent. Et en détail, pour la sécurité des applications, on a donc, vous regardez, on a encore, pour ceux qui connaissent déjà, le cross-site scripting, du SQL injection, d'autres types d'attaques, et puis tout ce qui est inclusion de fichiers. Donc ça, c'est la réalité à un an de ça. Et je vous parie que le dernier rapport, enfin le prochain rapport qui va sortir d'ici un mois à peu près, aura des choses quasi similaires. Il n'y a pas de révolution dans le domaine, c'est des choses qui continuent à vivre dans ce sens-là.
Alors, une fois qu'on a dit ça, une application, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, traditionnellement, quand on parle de la sécurité des applications, bah, on a celles qui sont dans le monde embarqué, qui ont leurs spécificités. On a celles qui concernent, par exemple, tout ce qui est mobile, donc qui ont leurs spécificités. Vous avez les applications web. C'est par là qu'on entend surtout parler des applications, de la sécurité des applications, pardon, et des failles, comme pour les applications mobiles. Maintenant, avec ce qu'on appelle l'Internet des objets également, qui vont arriver avec leur lot de failles de sécurité. Et puis tout ce qui est desktop. On dit desktop, traditionnellement, c'est les anciens qu'on appelle clients lourds, plus l'infrastructure qui va autour. Là, sur ce transparent, je voulais schématiser un petit peu pour une application. On va parler du web, on ne va pas forcément y aller sur tous les sujets, mais on pourrait décliner, je dirais, ce transparent-là pour le reste. Quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va avoir ce qui est développé en interne. Dans une organisation, en général, quand on développe sa propre application, bon, on a quelque part des gens qui vont développer une partie du code. Et puis, bah, parfois, on part d'un code que d'autres collègues ou d'autres entités ont développé, sur lequel on va s'appuyer, on va se connecter pour pouvoir développer une application. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah, certaines entités sous-traitent une partie du code. Donc, on leur livre des librairies, on leur livre des modules, on leur livre des parties d'application sous forme d'API ou autres, et bah, qu'on va intégrer pour pouvoir produire une application. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, des composants et librairies tiers qu'on peut acheter. Et puis, dans tout ça, vous me direz, dans le titre de ma présentation, j'avais dit développement interne et open source. Il s'avère dans tout ce que je viens de mentionner, bah, de l'open source va se retrouver, je dirais, à plusieurs endroits. D'abord, les développeurs, tous, y compris moi, j'ai développé, je ne développe plus, mais ça m'arrive encore d'ouvrir un Eclipse ou d'ouvrir un IDE pour pouvoir faire des choses. Donc, naturellement, bah, devant l'émergence des technologies et leur rythme et tout ce qu'elles peuvent apporter, chacun d'entre nous, régulièrement, utilise l'open source, à commencer par Eclipse ou d'autres IDE. Bah, vous prenez un langage, la plupart des langages sont effectivement issus aujourd'hui du monde de l'open source. Vous prenez des librairies, vous allez prendre des outils de test, vous allez prendre un serveur d'application, de l'open source. Donc chacun d'entre nous utilise. Bah, c'est embarqué dans le code existant. Si certains de vos collègues ont développé du code, ils ne sont pas plus idiots, ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus courageux parfois. Eux-mêmes aussi vont avoir ce réflexe d'aller récupérer des choses dans l'open source et l'intégrer. C'est normal et c'est naturel. Bah, les sous-traitants, bah, quand on leur dit bah, vous me développez telle partie de l'application et vous avez 2 mois ou 1 mois ou 3 mois et que vous avez un tel budget pour le faire, bah, le sous-traitant va également lorgner du côté de l'open source et essayer de trouver des briques qu'il pourra utiliser. Et toutes les briques intentionnellement d'open source, quand on définit l'architecture, vous aurez une session cet après-midi, on parle de Secure by Design. Bah, dans la conception d'une application, en principe, les architectes, les intégrateurs, les responsables des métiers vont avoir pour définir une application, définir un peu l'architecture de l'application et probablement dans cette définition, ils vont mentionner des briques qui vont remplir un rôle fonctionnel de sécurité, de réseau, de tout ce qu'on voudra, qui pourront provenir, et on les a identifiés comme des briques de l'open source qu'on va utiliser. Aujourd'hui, certains sites, certaines applications, on sait qu'on va utiliser un Apache Tomcat, on sait que c'est de l'open source. Donc, d'emblée, c'est une brique clairement identifiée dès le départ. Et puis, vous pouvez acheter des composants des éditeurs, et les éditeurs eux-mêmes vont utiliser de l'open source. Quand je vous dis tout ça, à votre avis, finalement, sur 100 applications, combien d'entre elles vont-ils contenir de l'open source?
Eh bien, c'est pas moi qui le dis. Bon, c'est un chiffre que je vais vous donner parce que c'est comme ça. On fait appel aussi. On regarde ce qui est dit. Eh bien, voilà, ça a été fait en 2016. On considère aujourd'hui entre 80 et 90% des applications contiennent de l'open source. Et je vous rassure, il ne s'agit pas du jour au lendemain de dire l'open source, on n'en veut pas. Il fait partie intégrante aujourd'hui de l'environnement de développement. Il apporte énormément de choses, de richesses fonctionnelles. Il y a une forte dynamique. Donc, il va être continué à être utilisé et chacun d'entre nous l'utilise. Simplement, quand on va aborder la sécurité des applications, c'est tenir compte de cet aspect-là, comment traiter l'open source dans la sécurité des applications. Et là, on va basculer sur d'autres questions, d'autres mythes concernant la sécurité des applications. Quand on a dit ça, on dit on veut sécuriser nos applications et en général, il m'est arrivé de visiter certains clients, organisations. Quand on prend conscience du sujet, certains sont fébriles parce qu'on sait qu'on a des applications qui ne sont pas toujours bien développées. Et puis, on ne transpire pas, mais on en est presque là. Et la question derrière, quelle stratégie adopter? Et là, moi, j'ai listé un certain nombre de questions que j'ai déjà rencontrées. Je ne les ai pas, je dirais, listées dans un ordre de priorité, chronologique, d'importance. Je les ai vraiment listées pêle-mêle pour vous dire ce qu'on retrouve en général. La première, c'est que faut-il privilégier les tests dynamiques ou statiques? Vous connaissez la différence qu'il y a entre les deux ou pas? Alors, quand on va prendre le sujet de la sécurité des applications web, par exemple, d'accord? Par rapport à ça, si je veux tester la sécurité d'une application web, le premier réflexe que je peux avoir, c'est d'aller sur le site, explorer la page d'accueil, cliquer sur les différents liens pour explorer toute l'application. Si je peux me connecter à l'application, ici, elle nécessite une connexion, je vais tenter de me connecter. Une fois que je suis connecté, bien entendu, je vais accéder à l'application pleinement et avoir accès à toutes les fonctions. Et donc là encore, je vais naviguer dans tous les recoins de l'application pour constituer ce qu'on appelle je dirais un recensement le plus exhaustif possible de ce que contient l'application. Une fois que j'ai cette cartographie, la question derrière qui se pose, c'est que j'ai un formulaire. Prenons le cas d'un formulaire où je vais saisir un nom, prénom, un numéro de carte bleue, une adresse. Chaque champ, potentiellement, puisque c'est un formulaire où je peux saisir des choses, eh bien, potentiellement, il peut être vulnérable à un cross-site scripting ou à un SQL injection. Donc, derrière, moi, si je devais tester l'application ou je devais la hacker sur chacun des champs du formulaire, je vais faire ce type de test. Selon la réponse que l'application me fera, eh bien, je déduirai qu'il y a vulnérabilité ou pas à cet endroit-là de l'application. Ça, c'est ce qu'on appelle des tests dynamiques. Pourquoi dynamique? On entend aussi Black Box, on entend DAST, et c'est du pentesting également qui est automatisé. Ça, on le fait en général quand l'application elle est déjà construite, elle est déployée sur un serveur de test, de pré-production, de production, ou elle est même parfois elle est déployée, elle est en production. Donc ça, c'est l'approche dite dynamique. Et puis, alors, dans la logique des choses, c'est qu'on se dit ça c'est bien, mais je le fais tard dans le cycle de développement. Vous comprenez bien que si je le fais à partir de la phase d'intégration, après la phase d'intégration, de test, de pré-production, je le fais tard. Et donc, si je découvre des failles, donc cela suppose leur correction selon leur gravité, eh ben, je peux mettre de côté l'application jusqu'à ce que les failles sévères ou graves soient corrigées avant de pouvoir avancer dans le déploiement de l'application. Et la question qui se pose, c'est de dire pourquoi je ne pourrais pas faire ce type de test beaucoup plus tôt. Mais alors, je n'ai pas l'application qui est buildée, donc qu'est-ce que j'ai comme matière? J'ai le code source. Donc à partir de là, est-ce qu'à travers le code source, je suis capable d'analyser le code source et de le regarder pour voir s'il y a des vulnérabilités ou pas? Eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'analyse statique.
Et donc, dans l'absolu, elle peut être faite à travers la revue de code manuelle par des experts qui vont prendre le code, qui vont faire quoi? En analysant le code, ils vont recenser dans le code toutes les entrées potentielles dans le code. Donc, c'est un travail assez fastidieux. Une fois qu'on a recensé toutes ces entrées, c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle la surface d'attaque. Potentiellement, c'est par ces points d'entrée que l'application pourrait être hackée ou attaquée. Et qu'est-ce qu'on va rechercher d'autre? On va rechercher ce qu'on appelle les sinks. Les sinks, c'est les collecteurs ou c'est les points d'entrée à des données sensibles. Typiquement, si j'ai à un moment donné une requête vers une base SQL, typiquement, c'est ce qu'on appelle un sink vers une base de données. On peut avoir un sink qui va écrire dans un fichier de log. Comme on va avoir un sink qui va lire dans un fichier. Comme on va avoir un sink qui va restituer un résultat sur le navigateur du client. Donc, c'est ce qui vont constituer les sinks. Les sinks, c'est les endroits où on va accéder aux données, où on va manipuler de la donnée sensible. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'une entrée et on va parcourir le code à travers les méthodes, les fonctions, selon le langage, et puis on va tenter d'accéder à chacun des sinks. Et quand à travers un chemin, potentiellement, j'ai une donnée qui est dite souillée, une donnée dans laquelle je peux mettre une entrée, je peux mettre ce que je veux, est-ce que cette donnée-là va être filtrée au fur et à mesure qu'elle est traitée par le code jusqu'au sink ou pas? Si elle est filtrée, ça s'arrête. Si elle n'est pas filtrée, concrètement, imaginons qu'en entrée, vous vous souvenez de mon formulaire, j'ai un formulaire, je saisis quelque chose, imaginons que je saisis quelque chose avec du JavaScript au bout. Donc, si cette chose, ce que je viens de saisir, est filtré, très bien. S'il n'est pas filtré, ici, mon sink, je renvoie quelque chose vers le navigateur du client, ça va constituer ce qu'on appelle un cross-site scripting. Donc, potentiellement, le bout de JavaScript que j'ai introduit va se propager dans l'application, va être retourné vers l'utilisateur final, et donc ce bout de JavaScript va s'exécuter sur le navigateur de l'utilisateur, et donc selon ce que je mets dans ce JavaScript, je peux faire un dump des cookies, je peux renvoyer, je peux rediriger, je peux faire un certain nombre d'actions, donc à travers ce bout de JavaScript. Donc voilà pour expliquer juste la différence entre statique et dynamique et comment il s'insère dans le cycle de développement. Donc, les croyances, c'est que des fois on dit, bah moi, puisque très tôt je peux tester mon code, donc je corrige plus tôt, donc c'est parfait, le test dynamique ne m'intéresse pas et je ferai que du statique. Et au jour d'aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont dans cette croyance. De même que vous aurez des gens qui vont vouloir faire que du dynamique, qui vont dire le statique, c'est trop vague, c'est très compliqué, ça nécessite énormément de compétences. Et j'ajoute une chose, c'est une guerre de chapelle parfois dans une organisation. Parce que vous aurez des gens qui font du dynamique, comme vous l'avez remarqué, si en phase aval, on est après l'intégration, production, donc ça concerne l'IT et ça concerne les gens de la sécurité. Par contre, dès lors qu'on est avant l'intégration, c'est le monde du développement. Et la guerre des chapelles et des influences, chacun voudra porter le sujet à sa façon. Donc c'est bien, si on est en amont, les gens vont dire « je veux faire de l'analyse statique et ça suffira ». Si on est en aval, vous aurez des gens qui vont dire « on va faire du dynamique à la fin et puis ça suffira ». Et puis l'autre question, donc, c'est est-ce que l'une des deux techniques est suffisante? Ma réponse est non. Et vous le verrez par expérience que l'une et l'autre ne suffit pas au jour d'aujourd'hui pour traiter le sujet. Qui va réaliser les tests? Parce que c'est bien beau de dire on va faire des tests de sécurité, on en est convaincu, mais qui va les faire? Et quand vous le savez, pour ceux qui sont dans le monde du développement, que le test, d'une façon générale, c'est le parent pauvre. En général, c'est la chose qu'on réalise à la fin, s'il nous reste du temps, quand il nous reste du temps. Sinon, on est bien content de pouvoir livrer au jour J, le vendredi en général, si on donne juste une semaine comme indication. Et si on livre le vendredi à 19h, on est très content. Donc après les tests, bon, si on peut les faire, c'est très bien. Bah, sinon, ça sera pour la prochaine release. Ça, c'est un premier point.
Faut-il automatiser les tests? Intéressant. Donc, ce que je vous ai dit, je vous l'ai raconté d'une façon, voilà, comment on pourrait le faire humainement, mais sachez que des solutions existent pour réaliser ces tâches-là automatiquement. Mais il y a plusieurs niveaux d'automatisation. Il y a le premier niveau qui consiste à avoir un outil sur ma machine, aussi bien pour faire du statique que du dynamique. Je lance l'outil, il va faire le travail et il me restitue les résultats. Et ça prend quand même un peu de temps puisque je dois lancer l'outil, je dois les configurer, je lance, j'attends les résultats et je me dois de regarder les résultats pour m'assurer de leur pertinence pour pouvoir lancer des corrections ou pas. Et puis le deuxième niveau, c'est les gens qui veulent ne rien voir des tests. Ça les emmerde, excusez-moi du terme. Ce qui les intéresse, c'est qu'on leur dise c'est sécurisé, on est conforme. Bien souvent, comme il y a des conformités ou des réglementations qui mettent un peu la pression sur les organisations pour pouvoir être conforme, mais ce qui intéresse les gens, c'est parfois d'être conforme, quitte à faire des tests quasiment creux. Mais au bout, ils ont un papier comme quoi ils n'ont pas de vulnérabilité et puis ils sont contents. Et donc, à partir de là, quelque part, ça les rassure. J'exagère un peu, mais à peine. Alors, l'autre question, là, on parlait d'une application, mais sachez juste que bien souvent, dans les organisations, on n'a pas qu'une seule application. On en a N. Et quand on pose la question, pas une organisation, pas deux, pas trois, pas quatre, quasiment toutes ne connaissent pas le nombre d'applications qu'ils ont dans leur périmètre. Ils connaissent quelques-unes, les plus importantes, les plus utilisées, les plus critiques peut-être, mais pour le reste, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le nombre, elles ne sont jamais recensées. Donc, est-ce qu'on réalise des tests sur toutes les applications ou pas? Si on est dans une logique, je dirais, de commando, comme on l'est parfois dans l'urgence, on va se focaliser sur une seule application, la plus critique, ou celle sur où les regards se posent à l'instant T. Si on est dans une logique, je dirais, organisationnelle, on ne va pas privilégier ou se focaliser sur une application plutôt qu'une autre. On devrait le faire sur l'ensemble des applications. Le code source, enfin l'open source, pardon, qui est embarqué. Ça, c'est une question. Alors, je reviens juste sur les deux approches que je vous ai citées tout à l'heure, dynamique et statique. Eh bien, la difficulté, c'est que en mode statique, pour pouvoir scanner une application d'une façon pertinente, vous devez avoir tout le code source de l'application. Sinon, à un moment donné, quand vous parquez votre code, vous allez avoir une API qui appelle quelque chose, une librairie. Mais comme de toute façon, vous n'avez pas le code pour la scanner, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a deux façons de dire. La première, c'est que j'ignore ce qu'il y a derrière, donc je considère qu'il n'y a pas de vulnérabilité. La deuxième, c'est de dire, attention, là, je me mets une alerte quelque part, parce que derrière cette API, je ne sais pas ce qu'il y a, je ne sais pas comment c'est traité, donc potentiellement, il peut y avoir une faille. Et en mode dynamique, donc, la façon dont nous réalisons le test, c'est qu'on va faire du test de pénétration. À vrai dire, on est agnostique par rapport au langage, par rapport à ce qui est derrière. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont l'application réagit dans sa globalité. Donc, à partir de là, s'il y a des briques open source qui sont embarquées et qui présentent des failles, et ces failles-là mettent en évidence dans l'application quelque chose, eh bien, elles seront remontées. Mais pas comme étant une faille d'une brique open source, mais une faille applicative. Et l'autre question, je pense que pour ceux qui sont en activité, qui se pose également, quel effort organisationnel pour la réalisation des tests? Ça a un coût de faire du test aussi bien fonctionnel, de performance ou de charge, que du test de sécurité. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique qu'on se dit on va le faire et puis une fois, et puis on verra bien. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il m'est arrivé de voir des organisations qui commencent à mettre des outils en place, qui font 1, 2, 3 itérations. Et parce que ce n'est pas quelque chose d'organisationnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 6 mois, 1 an, et puis la personne qui a pris les tests, pris en charge les tests, il les réalise de moins en moins, et puis finalement, ça prend de la poussière.
Donc, et enfin, l'autre question qui se pose aussi, c'est comment communiquer les résultats aux développeurs. Et quand on parle de développeurs, quand on parle de la sécurité des applications, ça ne concerne pas que les développeurs. Le développeur est un acteur parmi d'autres dans une organisation. Quand on va parler de conception, celui qui va concevoir, donner les briques de l'architecture de l'application, va avoir sa part de responsabilité dans les failles de l'application. Ces failles-là ne seront pas celles qui sont liées au code, mais celles qui sont de l'ordre du fonctionnel. Il m'est arrivé de faire des tests. Eh bien, les failles, ce n'est pas des failles de codage, c'est des failles tout simplement dans la logique de fonctionnement de l'application qu'il y a une faille. Celles qui sont liées au code, à la limite, je dirais c'est presque les plus simples à corriger. Et c'est vrai d'ailleurs, parce que si on remonte une faille de type SQL injection, cross-site scripting et tous les dérivés, bah, c'est simple, hein. Vous montrez l'évidence au développeur, il voit le code, et puis on a une façon de coder ou de modifier la méthode ou de modifier le code pour pouvoir filtrer correctement et c'est corrigé. Par contre, si vous avez une faille au niveau de la conception, au niveau sécurité, là, c'est quasiment l'application que vous jetez à la poubelle. Donc ça, pour vous dire que la sécurité des applications concerne bien entendu les développeurs, mais pas que les développeurs. Et je reviens à mon dernier point, comment communiquer les résultats aux développeurs, des tests aux développeurs. Alors moi, j'ai vécu plusieurs scénarios, je vais vous en raconter deux. Le premier, c'est que c'est des gens qui font du test dynamique, donc qui sont très en aval du cycle de développement. On lance un scan sur une application, on voit des résultats, on génère un PDF de 300 pages, et puis on dit, on envoie ça aux développeurs, on est content. C'est une façon un peu, pas de réprimer, mais de narguer, de dire, ils vont corriger, c'est, excusez-moi du terme, leur code, c'est 2. Et puis, ça arrive chez les développeurs ou chez les chefs de projet, qui est un peu vexé de recevoir ça, un peu fébrile, et puis il ouvre. Et puis, c'est lisible, 300 pages. Et puis, ce qu'il va voir, c'est que il va dire, comme la personne en amont a juste pris le soin de faire un PDF et d'envoyer le PDF, sans regarder vraiment le détail, bah, que fait le chef de projet ou le développeur? Il déroule, et pour chaque faille, il y a des failles qui peuvent être évidentes à corriger, et puis d'autres, il va dire, dis donc, tu me dis qu'il faut corriger là, mais est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a? Tu peux m'expliquer la faille? Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Et puis, en général, on dit, mais d'accord, tu me dis qu'il y a une faille. Est-ce que tu peux me montrer comment on l'exploite? Ben non. Donc, si tu n'es pas capable de montrer comment on l'exploite, ben, je ne vois pas comment je pourrais la corriger. Et ça rentre dans un discours de ping-pong et de crédibilité par rapport à la sécurité des applications. Donc ça, c'est parce qu'au départ, on n'a pas réfléchi au sens organisationnel, comment traiter la sécurité des applications. Et c'est juste quelques-uns qui se sont lancés comme initiative, qui ont pris l'initiative donc de parler de ce sujet-là. Alors, on m'a fait, je vous disais en blaguant que j'étais bavard, mais en fait, c'est vrai que je suis bavard. Donc, je vais devoir accélérer le rythme. Alors, par rapport à ça, quand on pose la question aux organisations, la façon dont ils perçoivent la mise en place des tests de sécurité, eh bien, en fait, parfois on fait du test, là on le voit, on va faire du statique, on va faire du dynamique, on va faire du test par audit externe, etc. Mais c'est vraiment, je dirais, une voie, mais jamais quelque chose de consolidé. De la même façon, quand on dit comment vous gérez l'ensemble de la sécurité des applications, il n'y a pas de réponse ou les réponses sont très évasives. Alors, je vais, puisque je viens de la compagnie IBM, je vais vous parler maintenant de la façon dont nous abordons la sécurité des applications et puis quelques innovations sur le sujet. Pour accélérer le rythme, pardon, hein, parce que d'abord, quand on parle des tests de sécurité des différentes approches sur ce transparent, on retrouve un certain nombre.
On retrouve bien sûr l'analyse statique dont je vous ai parlé. On va retrouver l'analyse dynamique. On va retrouver une autre approche qu'on appelle l'analyse runtime ou la glass box. En fait, on fait ce qu'on appelle du test en black box. Et puis, on installe un agent sur le serveur d'application qui va être à l'écoute des requêtes. Et l'intérêt, il y a deux intérêts à ça, c'est une meilleure précision en termes de certains tests et puis une meilleure couverture des tests. On a rajouté cette brique. Quand vous avez des applications web avec du JavaScript, soit le JavaScript, vous le testez en même temps que vous faites l'analyse statique, mais bien souvent, ce n'est pas toujours pertinent. Ce que nous proposons, nous, en même temps qu'on réalise des tests dynamiques, l'outil, au niveau de l'utilisateur, on reçoit du JavaScript. Ce JavaScript, il a analysé côté client pour voir s'il y a des vulnérabilités. Et on a rajouté également une brique ici qui ne vous a pas échappé, qui est la brique open source. On est capable aujourd'hui, quand on soumet une application pour de l'analyse statique, de trier, enfin, ou de l'analyser de telle sorte, ce qui relève du code développé en interne, ça va être de l'analyse statique pure. Ce qui relève de l'open source, si on va identifier, on va construire les manifestes, et puis on va recenser les vulnérabilités liées donc, à ce type d'open source, et on va vous le mettre en évidence dans les résultats. Ça, c'est les techniques qu'on va automatiser pour faire les tests. Mais vous voyez bien que c'est des techniques individuelles. Autrement dit, à travers un outil, je lance une technique, et puis un autre à travers, il lancera une autre technique, etc. Mais le travail de la sécurité, en fait, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail au sens du développement aussi, un travail collaboratif. Et en fait, on retrouve ici, donc, dans ce framework ou dans ce transparent, les différentes briques que je vous ai montrées précédemment, chacune à travers un outil qui va les automatiser. Et va en retrouver en haut j'allais dire un framework, mais au-delà du framework, c'est quelque chose également qui est dans la solution, qui va vous permettre de recenser toutes les applications. Pour chacune des applications, de faire les premiers tests pour connaître le niveau de vulnérabilité, de qualifier la criticité de l'application. Selon la criticité et les vulnérabilités, vous allez définir des priorités en termes de risque par rapport aux corrections. Vous n'allez pas corriger toutes les applications, toutes les failles en même temps, mais vous allez les corriger en établissant des priorités pour les plus critiques. Puis en même temps, quand vous faites ce travail, eh bien, à tout instant, vos collaborateurs, le RSSI, le DSI, veut connaître l'état de sécurité de ce qui est développé, de ce qui est exploité en termes d'application. Donc, vous allez avoir des indicateurs. Et enfin, le dernier point, et beaucoup sont juste à la recherche de ça, c'est la conformité de mes applications par rapport à des standards et par rapport aux normes. Alors, les briques que je vous ai présentées, ici, là, elles sont toujours en vert pour de l'automatisation. Sachez que dans l'environnement de développement, ce transparent, on parlait de DevOps, vous aurez du DevOps tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire que je peux réaliser ces tests-là en étant intégré avec mes environnements de développement ou mes environnements de build. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai rien montré de concret par rapport aux solutions. Alors, j'ai combien de temps, Laurence? 12? Eh bien, alors, l'open source analyzer, pardon? Alors, je vais passer à la démo. Juste avant la démo, j'ai parlé d'innovation, donc il ne faut pas que je les mette de côté. Deux remarques par rapport à l'analyse statique. L'analyse statique, on dit qu'on l'a fait plus tôt. Cependant, la faire plus tôt, c'est très bien, mais elle présente un certain nombre d'inconvénients et tous les gens qui se sont un petit peu penchés sur le sujet disent qu'il y a beaucoup de faux positifs. Autrement dit, je lance un scan, ça remonte des milliers de vulnérabilités, mais comment je vais faire le tri là-dedans? Le vrai du faux, d'où la botte de foin et l'aiguille. C'est symptomatique que des résultats qu'on doit traiter derrière quand on fait de l'analyse statique. Et puis, il y a les API qui se modifient également, où vous faites appel à des briques, à des évolutions qui font que, là aussi, vous allez avoir
des choses qui vont évoluer et que vous allez devoir, si vous voulez rendre le test précis, rajouter à chaque fois toutes les entrées de code source dont je vous ai parlé. Certains sont connus, mais certains, vous devez d'une façon régulière les rajouter. Et enfin, le dernier point également, quand je remonte des vulnérabilités en termes de correction, comment vais-je les aborder? Et on aborde ce thème-là en disant on va créer des groupes de correction. Autrement dit, quand je remonte un certain nombre de failles, je vais les regrouper, dire si vous corrigez telle partie du code, en fait, ça va impacter toutes ces failles-là qu'on a remontées dans votre code. Oui, en fait, donc les slides de toutes les sessions, si bien sûr tous les conférenciers n'oublient pas de me les envoyer, seront mises en ligne dès la semaine prochaine, ainsi que les vidéos de l'amphi, qui seront aussi mises en ligne dès la semaine prochaine. Voilà, parce que le temps qu'on les récupère et qu'on puisse les traiter. Voilà. Question, oui. Bonjour, Thierry Coq, auditeur dans le secteur maritime. Votre framework, c'est un peu une ressuscité de l'ISO 443, là, quoi. La question, c'est est-ce que vous faites, en plus des tests, les tests, on trouve qu'une partie des choses. Est-ce que vous faites des audits de process? Parce que s'il y a des erreurs dans le source, s'il y a des erreurs dans l'application, c'est que c'est en amont qu'il y a les problèmes. Notre approche, si vous m'entendez sur le micro, c'est pas plus mal. Dans notre approche ici, c'est que c'est un framework qui décrit effectivement une organisation, mais c'est pas, je dirais, dans l'esprit du framework que de la mettre en place. On peut, alors que je n'ai pas présenté tous les transparents, la façon dont on doit organiser les équipes, la façon dont elles doivent fonctionner ensemble, interagir pour pouvoir mener à bien ce type d'action. Mais vous avez raison, les tests, ce ne sont que des tests. Encore une fois, alors je vais vous raconter quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui font du test de charge ou de performance? Voilà. C'est symptomatique. L'outil de test de charge, si vous faites un modèle d'utilisateur et vous faites un modèle agressif, vous lancez votre outil, les temps de réponse vont être catastrophiques dès le départ, vous allez faire écrouler votre serveur. Soit vous faites un modèle extrêmement light et voilà, et donc du coup, vous pouvez mettre 10 000 utilisateurs sur une application, et puis parce qu'il y en a un qui clique tous les 24 heures, et concrètement, vous aurez de très bons résultats. Alors, la vérité, c'est que le premier est mauvais parce qu'il a été très agressif, le deuxième, il a été mauvais parce qu'il a été dans un modèle qui ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, un outil reste un outil. L'intelligence humaine doit être là pour le piloter de la façon la plus intelligente qu'elle soit. Il est là pour contribuer juste à l'effort de chacun d'entre nous, mais jamais, jamais remplacer, je dirais, l'expertise humaine. Alors, je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. Bon. Oui, l'application que vous venez d'utiliser pour scanner l'URL, Oui. c'est quelque chose d'IBM, c'est en interne ou on peut l'utiliser et combien il coûte Alors, vous parlez de l'application en ligne ou vous parlez de l'outil? Ce que vous avez montré en cloud qui permet de tester. Alors, vous avez raison de mentionner, j'étais vraiment dans la logique de démonstration et de bavardage. Je ne vous ai pas parlé de deux choses. C'est des solutions IBM qui sont disponibles sous forme on-premise, comme on dit, c'est-à-dire vous allez les installer sur votre propre environnement en SaaS. Donc, c'est un service qui est en ligne, que vous pouvez acheter pour faire un scan d'une application une fois, pendant un mois, pendant un an, après, voilà. Mais c'est des choses, effectivement, qui sont disponibles pour faire les scans. Ok, merci. On a le temps pour une question, parce qu'on est un petit peu juste en temps. Bonjour. Bonjour. Vous aviez parlé des failles fonctionnelles à un moment. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pourriez donner des exemples? Alors, des exemples. Imaginons que je suis sur une application qui me demande de modifier, par exemple, mon mot de passe. D'accord? Et puis, il s'avère que je clique dessus, quelqu'un s'était déjà connecté, et puis tout ce qu'on me demande, c'est de saisir l'adresse mail que je souhaite. Donc, je vais saisir l'adresse mail. Et puis, je reçois le mail et je reviens. Et puis, à partir de là, je reviens sur l'écran et je modifie le mot de passe de cette application. Typiquement,
c'est une erreur de conception parce que je vais pouvoir modifier à l'insu de l'utilisateur qui s'était connecté, qui s'est éloigné de son poste, modifier le mot de passe et finalement m'approprier l'usage de cette application. Le premier qui était connu de conception, c'était au début des années 2000, c'est quand on allait sur un site web, on achetait quelque chose et que dans le calcul, dans le formulaire de calcul en local, ce qui était retenu, c'est la somme que nous envoyons. Donc imaginez que vous faites des achats pour 3 000 € et que vous modifiez le formulaire pour finalement faire à la fin que la somme soit que de 200 €. Donc vous avez modifié le formulaire, vous renvoyez la requête, il accepte de l'autre côté, il va déclencher le paiement, donc vous allez payer sur 200 €, mais vous en avez acheté pour 3 000. Voilà 2 exemples que j'ai rapidement à l'esprit, mais il y en a d'autres au niveau fonctionnel, et ça c'est vraiment qui ne sont pas des failles de code, mais qui sont des failles vraiment de fonctionnement de l'application et qui sont des failles de sécurité. Allez, on accorde une toute dernière question et ensuite on va passer au split entre les 2 salles. Bonjour. Bonjour. Vous avez mentionné au début de la conférence que les développeurs doivent savoir gérer leurs propres erreurs dans leur code. Mais en présentant votre outil, d'une certaine manière, les développeurs sont contraints de corriger leurs erreurs via vos services et pas par eux-mêmes. Alors, 2 choses. J'avais mentionné en introduction le transparent, les croyances, de dire que parce que les développeurs sont formés à la sécurité des applications et au codage sécurisé, et à partir de là, je n'ai pas besoin d'outils. Pour caricaturer un peu, c'est comme si je disais les gens après à conduire, ils ont leur permis, il n'y aura plus d'accident. En fait, c'est à peu près du même ordre. Une chose est que moi, vous, on est conscient, on n'est pas plus idiots les uns plus que les autres. En général, moi-même, on m'a dit une chose, j'essaie de la comprendre et puis de la mettre en œuvre. Ce qui va se passer comme développeur, c'est qu'aujourd'hui, je suis en forme, parce que voilà, je suis en train de coder. Je vais faire attention à tout ce que je code, aux méthodes que je vais utiliser, aux fonctions que je vais utiliser, faire en sorte que mon code soit propre. Demain, mon gamin il est malade, j'arrive à la bourre, les transports en commun qui étaient en retard, mon chef qui m'a envoyé un mail en urgence, je suis légèrement perturbé dans ma tête en même temps que je code. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais aller vite, je vais à un moment donné utiliser quelque chose qui va faire que je vais introduire une faille qui n'est pas volontaire, qui à un moment donné d'inattention, donc de codage. Comme bien même je sais coder d'une façon sécurisée, ça ne m'empêchera pas, à un moment donné de mon existence de développeur, d'introduire d'une façon non intentionnelle une erreur et qui va effectivement, l'intérêt de l'outil derrière, c'est que malgré vos bonnes intentions, malgré votre compétence, l'outil c'est juste derrière, quand on fait des tests, et ben, d'être là pour pouvoir s'assurer qu'elle ne passe pas. Ben oui, et ça c'est la prétention de chacun d'entre nous serait de dire je sais coder donc je ne ferai jamais d'erreur. Ça d'ailleurs c'est une vision, dans le monde de la sécurité il faut apprendre à être pragmatique et modeste. Pragmatique parce que ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne racontait pas il y a quelques années, ne serait-ce que vis-à-vis de l'open source, vis-à-vis de certaines approches de sécurité que je n'ai pas eu le temps vraiment de développer. Et modeste, c'est que dans le domaine de la sécurité, encore une fois, on se doit d'être le plus conscient possible. Pour autant, il y a toujours des failles qui arrivent. Voilà, c'est un monde complexe qu'il faut appréhender. Ok, merci. Ceci clôt la première plénière.